Les grilles de Buckingham Palace n'ont jamais paru aussi pesantes qu'aujourd'hui. Depuis la crise d'abdication de 1936, lorsque Édouard VII abdiqua par amour, la monarchie britannique n'a pas connu de moment aussi critique. Pourtant, ce qui se joue actuellement derrière ces imposantes grilles de fer, dans ces couloirs dorés, ressemble à une répétition générale. Le roi Charles III, qui a attendu 7 décennies pour accéder à la couronne, qui a enterré sa mère, assisté à ses funérailles sous la pluie et porté le poids de toute une nation sur ses épaules vieillissantes, se prépare désormais à l'impensable. Il abdique, et pas discrètement, pas à voix basse, pas par le biais d'un communiqué de presse soigneusement rédigé. Le roi Charles prépare son discours d'adieu, une allocution qui marquera officiellement le début des règnes du roi Guillaume V et de la reine Catherine. Mais voici ce que les annonces officielles du palais ne révéleront jamais. La véritable histoire de l'abdication ne commence pas dans la salle du trône. C'est dans une chambre privée où la reine fut bafouée, son fils trahi, et où le roi trouva enfin le pouvoir qu'il avait convoité toute sa vie, que Charles en est arrivé là. Que s'est-il réellement passé lorsque la reine Camilla s'est levée lors de cette réunion de famille secrète et a brisé le silence? Et pourquoi Camilla, la femme pour l'amour de laquelle Charles a tout risqué, a-t-elle soudainement disparu? La suite au prochain épisode, car cette histoire va bien au-delà de l'annonce du couronnement. Le poids de la couronne. Pour comprendre l'abdication du roi Charles, il faut d'abord saisir le véritable prix du trône. Charles Philip Arthur George n'était pas un monarque docile. Il était fait pour attendre. Pendant des décennies, à travers les scandales, le deuil et la perte de la princesse la plus aimée que le monde ait jamais connue. Il a attendu patiemment, avec discipline et constance. Lorsque la reine Élisabeth II est décédée le 8 septembre 2022, Charles avait 73 ans. Il était alors la personne la plus âgée de l'histoire britannique à accéder au trône. La plupart des hommes prennent leur retraite à son âge, mais Charles, Louis, ne fait que commencer. Son couronnement à l'abbaye de Westminster, le 6 mai 2023, fut un spectacle grandiose, un spectacle fastueux, un rituel ancestral. Le monde entier avait les yeux rivés sur lui, et l'espace d'un instant, il sembla que cet homme complexe, incompris et profondément discret avait enfin trouvé sa voie. Mais le destin est parfois cruel, car à peine la couronne posée sur sa tête, les ombres commencèrent à s'amonceler. Ce santé, longtemps évoqué à voix basse au palais, ne pouvait plus être ignoré. Le diagnostic de cancer qui a ébranlé la famille royale début 2024 a envoyé un message inquiétant à l'establishment. Le roi était à l'article de la mort. La succession au trône n'était plus une question lointaine, mais une question urgente. Une profonde division s'est alors installée. Une division qui s'est propagée silencieusement sous la surface brillante de la vie royale. Imaginez ce que la famille royale a dû endurer durant les années précédant le couronnement de Charles. Le prince Harry et Meghan Markle se sont mutuellement lancés des révélations explosives de part et d'autre de l'Atlantique. Le prince Andrew demeurait une source constante de confusion au sein des institutions. La presse le harcelait sans relâche. L'opinion publique était partagée. Mais William et Catherine étaient différents. Le diagnostic dévastateur du cancer de Catherine et sa remarquable guérison, le retour soigneusement préparé du couple à la vie publique et la présence de plus en plus assurée de William sur la scène internationale. Un événement extraordinaire s'était produit. Le public britannique ne supportait tout simplement plus le prince et la princesse de Galles. Ils s'aimaient profondément et sincèrement, d'une manière qui rappelait aux générations précédentes la princesse qui avait foulé ces mêmes magnifiques salles 30 ans plus tôt. Charles le voyait bien, évidemment, et c'était la question qui, assurément, ne pouvait l'empêcher de dormir durant les longues nuits à Sandringham. À quel moment le plus grand service rendu par le roi à la monarchie s'était-il mué en un acte de distanciation, lors d'une réunion secrète? Rien ne fut rendu public sur la suite des événements. Aucune information ne fuita dans la presse. Aucune invitation ne fut envoyée par les voies officielles. Et pourtant, dans les salons privés du palais de Buckingham, une réunion eut lieu qui allait changer le cours de l'histoire de la monarchie britannique. Le roi Charles l'annonça. Calme, réfléchi et pleinement conscient de ce qu'il allait dire, il l'organisa. La vue depuis la pièce témoignait de la gravité du moment. Des lustres en cristal baignaient le parquet ciré d'une lueur dorée. Des portraits royaux ornaient les murs, témoins silencieux de siècles de triomphes et de tragédies, et autour d'une longue table étaient réunis les visages de la famille que Charles s'était efforcé de maintenir unis durant son règne. Le prince William arriva avec une sérénité qui semblait mesurer l'importance de l'événement.
À ses côtés se tenait la princesse Catherine, toujours empreinte de cette élégance exquise et discrète qui était devenue sa marque de fabrique, les bras soigneusement croisés sur les genoux, incarnation même de la stabilité que le public britannique attendait avec impatience depuis des années. Puis vint la reine Camilla. Charles se leva pour prendre la parole, et dès la première phrase, chacun comprit qu'il ne s'agissait pas d'un briefing ordinaire. Sa voix était basse et calme, mais il y avait en elle quelque chose d'inédit, une certitude irrévocable. Il parle du temps, du devoir, du fardeau invisible que la santé impose à un monarque qui refuse de reconnaître ses propres limites. Il parla des besoins de la monarchie, non pas avec émotion, mais avec la froide lucidité de celui qui avait calculé, accepté la réponse, puis l'avait exprimée. Il avait officiellement annoncé son intention d'abdiquer, léguant l'essence du pouvoir royal au prince William et à la princesse Catherine, et l'avenir de la monarchie britannique, une institution vénérable, fragile, mais résiliente, à la génération suivante. Aucun cri de joie ne s'éleva dans la pièce. Un silence pesant régnait. Un silence si profond que le tic-tac de l'horloge ornée sur la cheminée semblait gronder le tonnerre. La mâchoire de William se crispa presque imperceptiblement. Catherine garda son calme, imperturbable. Mais ses yeux, ce regard profond et perçant, la trahissaient. C'était bien réel, c'était vraiment arrivé. Soudain, un bruit qui brisa tout. Le grincement d'une chaise sur le sol de pierre. La reine Camilla se leva. Avant de poursuivre, posons-nous la question. Qu'est-ce qui a poussé une femme qui avait lutté toute sa vie pour la légitimité qu'elle avait enfin acquise, à se tenir dans cette pièce et à affronter le roi en personne? Que protégeait-elle? La monarchie? Charles? Ou peut-être quelque chose de bien plus personnel? De bien plus dangereux? L'intervention de Camilla. La femme qui se leva de sa chaise n'était pas la Camilla bienveillante et introspective que le public avait peu à peu appris à connaître. C'était une toute autre facette d'elle-même. Son visage trahissait une tension sous-jacente. Ses yeux, d'ordinaire empreints d'une douce chaleur pensive, brûlaient désormais d'une lueur plus acérée, plus rebelle. Elle parlait avec l'autorité tranquille de celle qui, au fil des ans, avait appris à interpréter la désobéissance comme une forme de sagesse. Elle soutenait que William était trop jeune, trop inexpérimenté au sujet des coutumes et traditions ancestrales qui avaient fondé cette institution. Elle insistait sur le fait que le moment était terriblement prématuré. Ses paroles semblaient raisonnables. Elles auraient dû l'être, mais tous les regards étaient tournés vers ses mains. La façon dont ses doigts serraient la bandoulière de son sac à main, le léger tressaillement des commissures de ses lèvres. Ce n'étaient pas les gestes d'une politicienne agitée. C'étaient ceux d'une femme contrainte d'assister, impuissante, à la destruction de l'œuvre de sa vie. Car la dure réalité, comprise de tous dans cette salle, était la suivante. L'identité même de Camilla, sa légitimité inébranlable. Sa raison d'être reposait sur un seul axe. Son rôle de femme forte, aux côtés de Charles, de femme influençant sa pensée, de reine passée du statut de figure la plus détestée de la vie publique britannique à celui de membre accepté, même si elle n'a jamais fait l'unanimité, de la famille royale. Il dépouille Charles de son pouvoir, le livre à Guillaume, et que restera-t-il alors? La remarque de la femme résonna comme un éclair. Charles se figea. On imagine aisément ce qui lui traversa l'esprit. Il n'était pas un rival politique. Il n'était ni un journaliste hostile, ni un homme aigri. C'était la femme qu'il avait aimée pendant la plus grande partie de sa vie d'adulte. La femme pour laquelle il avait enduré des décennies de haine publique. La femme qui l'avait soutenu dans toutes les tempêtes, tous les scandales, tous les titres humiliants. Et maintenant, elle l'humiliait publiquement devant son fils, ce bel Phil, tous ceux à qui il avait confié la plus haute fonction de la vie publique britannique. Son visage se transforma. Selon des témoins, en quelques secondes, elle passa du rouge écarlate à une pâleur cadavérique. Une profonde tristesse se dégageait d'elle. On pouvait la ressentir, même sans la voir. William analysa l'instant. Sans hésiter, elle se leva, s'avança vers son père et, d'une voix calme et assurée, annonça la levée de la séance, laissant à chacun le temps de réfléchir. Son ton était digne et ferme, et le message était sans équivoque. L'assemblée se dispersa rapidement, mais tandis que Camilla disparaissait derrière les grandes portes, tous les présents comprirent une chose avec une clarté limpide. Plus rien ne serait jamais comme avant à Buckingham Palace. Une confrontation privée. La porte du bureau du roi claqua. À l'intérieur, dans le parfum familier de santal et de vieux papier, l'odeur de toute la vie adulte de Charles, fait de préparatifs et de patience, lui paraissait désormais oppressante.
Il se tenait dos à la porte, les épaules crispées par l'étrange tension d'un homme qui venait de subir une trahison si profonde que son corps était encore incapable de trouver les mots pour l'assimiler. Ses mains vives qui avaient serré 1000 mains diplomatiques et signé 1000 documents officiels, s'agrippaient au bord de la table en chaîne jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Camilla la suivit du regard. Elle se tenait au centre de la pièce, le menton haute, comme elle le faisait depuis des décennies. La posture d'une femme habituée à être écoutée et obéie. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Derrière son assurance apparente se cachait la peur. Une peur bien réelle, celle qui vous saisit lorsque vous réalisez que vous avez mené votre vie dans une impasse, sans issue. Il prit la parole. Et ce qu'il dit dans cette pièce, d'après ceux qui le rapportèrent plus tard sous couvert de confidentialité, incarnait peut-être la plus grave erreur de l'histoire moderne de la monarchie britannique. Ces paroles dépassaient le cadre de la couronne, du palais et des décennies de leur vie commune. Elles sondèrent les recoins les plus sombres du passé jalousement gardé de Charles. Elles réveillèrent des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir toute sa vie. La misère de son enfance à l'internat de Gordonstown, un lieu que Charles lui-même décrivait comme un véritable enfer. La solitude, les mauvais traitements, la profonde souffrance d'un garçon sensible, jeté dans un environnement d'une brutalité inouïe, sans espoir de survie émotionnelle. Il le savait parce que Charles le lui avait confié. Le matin, dans leurs moments les plus intimes, Charles se murmurait des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Et maintenant, dans ce moment de désespoir, d'un sous-entendu délibéré, il lui avait clairement fait comprendre que ses secrets n'avaient plus à rester cachés. C'était une menace dévastatrice, irreversible, qui ne brisa pas Charles. Elle lui insuffla une force nouvelle. Il se retourna lentement, et le regard qui se posa sur lui n'était pas celui de l'homme qu'il croyait connaître. La vulnérabilité qui l'avait définie, le désir constant de reconnaissance, l'éternel besoin de réconfort et de reconnaissance, avaient disparu. À leur place était apparu quelque chose de plus lourd, de plus permanent. Peut-être comprit-il à cet instant que la femme à ses côtés n'était pas le refuge auquel il avait cru. Elle était prisonnière à sa manière, et la porte de sa cage s'ouvrit à cet instant précis. Il s'approcha du bureau, prit un stylo et se mit à écrire. Il ne lui adressa pas la parole. Cela lui était indifférent. Il écrivait. Camilla resta là, dans la pièce, observant l'homme qu'elle croyait maître de la situation devenir totalement inaccessible pour la première fois de sa vie. Le bureau était le même. Le même bureau, les mêmes portraits, la même horloge qui tic-taquait sur la cheminée. Mais l'équilibre des forces dans cette pièce avait basculé si radicalement qu'il aurait tout aussi bien pu se trouver dans des bâtiments complètement différents. Il était entré avec l'intention de les séparer. Au lieu de cela, il avait détruit entre eux quelque chose qu'aucun remords, aucun geste de réconciliation ne pouvait réparer. Une alliance. Plus tard, bien après que le palais soit tombé dans un silence solennel, le roi Charles arpenta les couloirs de Buckingham Palace d'une démarche changée. L'hésitation qui l'avait toujours accompagné, cette légère incertitude, cette empreinte visible d'une vie pleine de doutes, avait disparu. Son âme, né de la pierre, frappa la pierre avec une force que les murs du palais n'avaient jamais entendue de sa bouche. Il se dirigea vers le bureau privé du prince de Galles. Lorsque William ouvrit la porte, il ne reçut ni salutation distinguée, ni présentation diplomatique. Rien de tout cela n'était nécessaire pour la conversation qui suivit. Charles s'assit et raconta tout à son fils, chaque détail des propos de Camilla, chaque insinuation menaçante, chaque souvenir qu'il avait exhumé dans l'espoir désespéré de le dissuader de prendre la décision qu'il redoutait le plus. Il le fit avec une franchise désarmante, sans fioritures, sans le voile protecteur habituel que la famille royale arbore d'ordinaire sur ses problèmes familiaux. William écouta en silence cet homme d'une maîtrise de soi remarquable. Son visage ne laissait rien transparaître de superflu, mais ses mains crispées sur ses bras trahissaient la rage qui bouillonnait en lui. À cet instant, William perçut deux choses à la fois chez son père. Il voyait un roi, un souverain victime d'une cruelle trahison. Et il voyait son père, un homme complexe, imparfait, profondément humain, qui avait toujours lutté pour combler la distance émotionnelle qui les séparait et qui, à présent, dans les circonstances les plus improbables, y était enfin parvenu. Ce qui s'était passé entre eux dans ce bureau faiblement éclairé dépassait le cadre d'une simple alliance politique. C'était quelque chose de plus ancien et de bien plus puissant. L'expression d'une confiance sincère entre deux hommes qui partageaient le même sang et le même fardeau qu'une génération d'incompréhension et de relations brisées.
William n'était pas seulement un soutien, il était aussi un stratège. Il commença aussitôt à planifier la suite. La liste des invités à la prochaine réunion, l'annonce de leur présence, la réaction de la famille. L'esprit vif et décisif qui s'était discrètement développé derrière son image publique soigneusement cultivée se déployait désormais pleinement. Cet homme n'eut besoin de donner d'ordres à personne. Il avait déjà agi. Don les trouva encore à l'œuvre. Lorsque Charles se leva enfin et posa la main sur l'épaule de William, un geste si rare dans un monde de distance cérémonielle et rigide qu'il sonna comme un serment, un événement irrévocable s'était produit. La succession au trône britannique était déjà scellée. Non pas dans la salle du trône, non pas sous la couronne, non pas dans une pièce éclairée, non pas dans le calme de l'aube, non pas entre un roi en retraite et un roi en marche. La dernière réunion. La seconde réunion était radicalement différente de la première, inattendue, violente, chargée d'émotions et marquée par l'intervention de Camilla. Cette réunion-ci avait été méticuleusement préparée. Chaque détail avait été prédéterminé. Le placement des invités, les documents préparés, les personnes conviées et celles qui devaient être strictement tenues à l'écart. La reine Camilla apparut vêtue d'une robe de velours émeraude qui soulignait son allure imposante, l'armure d'une femme consciente que son regard était sa seule arme. Mais lorsqu'elle pénétra dans la salle et installa ses invités, Guillaume et Catherine, plus près du roi que jamais auparavant, son expression, d'ordinaire si froide, se décomposa. Elle scruta l'assemblée à la recherche d'alliés. Elle n'en trouva aucun. Les visages qui, Jadis, lui adressaient des regards entendus et une solidarité silencieuse, n'affichaient plus qu'une neutralité réticente. Durant la nuit, le vin avait tourné, comme chacun pouvait le constater. Charles se leva pour prendre la parole, et la différence avec leur précédente rencontre fut immédiate et frappante. Sa voix ne trahissait aucune émotion. Elle résonnait de la clarté et de la certitude d'une décision déjà prise, consignée par écrit et désormais annoncée. Il confirme sa démission. Il exposa un plan d'action précis et irrévocable. Il ne jeta pas un seul regard à Camilla. Cette esquive délibérée, cette absence totale de réaction de sa part, qui avait défini leur relation pendant des décennies, était en elle-même la déclaration la plus éloquente dans la pièce. Camilla tenta de manifester sa résistance par son langage corporel. Un léger hochement de tête, un soupir forcé. Tout cela pour rompre le rythme des paroles de Charles. Elle comptait répéter ses menaces, ravivre les souvenirs de Gordonstoun devant la famille réunie et contraindre Charles à céder. Mais son regard croisa celui de Williams et elle s'arrêta, car ce qu'elle lut dans ce regard n'était pas celui d'un garçon effrayé. On aurait dit un monarque assistant au ralenti à une gaffe politique. William restait silencieux, les mains posées sur la table, sa présence dégageant une autorité calme et captivante qui ne nécessitait ni mots, ni gestes, ni même un ton plus élevé. À ses côtés, Catherine affichait une expression tout aussi déterminée, sereine et confiante. Ensemble, ils créèrent une situation à laquelle Camilla ne s'attendait absolument pas. L'étroitesse de leur détermination généalogique unifiée rendait leur résistance non seulement inefficace, mais totalement absurde. Un à un, les membres restants de la famille commencèrent à manifester leur accord. Ils acquiescèrent lentement, régulièrement, mais avec impartialité. Personne ne se leva pour défendre la position de la reine. Personne ne s'inquiéta du fait que le moment fut prématuré. Le tribunal avait déjà rendu son verdict avant même que Charles n'ait pu achever son discours. Le document officiel fut déposé sur la table. William se leva et le reçut des mains de son père avec un profond respect qui sembla émouvoir même les plus calmes des personnes présentes. Catherine esquissa un sourire, non pas triomphant, jamais, mais celui d'une femme pleinement consciente du poids des responsabilités qui pesaient sur elle. Camilla ne broncha pas, assise là, le regard fixé sur la lumière déclinante de l'après-midi qui se reflétait sur le mur d'en face. Elle constata que le navire avait levé l'ancre. L'époque pour laquelle elle avait lutté toute sa vie s'était refermée brutalement derrière elle. Désormais, elle ne pouvait que rester assise en silence, tentant de comprendre ce que signifiait réellement un échec politique total et irréversible. Le discours final. La nouvelle de l'abdication parvint au public de la même manière que les révélations royales les plus choquantes, par des fuites soigneusement orchestrées, ressemblant davantage à une annonce planifiée qu'à une coïncidence. Le palais avait préparé un discours officiel. Le roi Charles s'adressa directement à la nation. Le discours final, l'acte ultime d'un règne marqué par la patience, la complexité et tout. En fin de compte, un sacrifice extraordinaire. Le matin du discours, un silence particulier régnait à Buckingham Palace. Le personnel arpentait les couloirs, conscient de la portée historique de l'instant.
William et Catherine étaient également présents. Leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, vivaient dans cette même demeure. La génération suivante d'une dynastie qui porterait leur nom pendant des décennies, voire des siècles. Ce matin-là, Charles s'était habillé avec un soin particulier, ni avec son uniforme officiel, ni avec le faste militaire des cérémonies. Il avait opté pour une tenue plus sobre. Plus personnel, la tenue digne d'un homme sans pouvoir qui y avait renoncé avec dignité. Il monte sur l'estrade, regarda les caméras, la presse, les visages de ceux qui l'avaient observé toute sa vie, et commença à parler. Il parla de sa mère, de l'exemple qu'elle avait donné, un exemple qu'aucun monarque ne pouvait raisonnablement surpasser. Il parlait du service non comme d'une idée abstraite, mais comme d'une pratique vivante, quotidienne et continue, où le devoir primait sur tous les désirs, tous les griefs et toutes les préférences personnelles. Il évoquait Wilhelm et Katharina avec une ferveur qui surprenait même ses plus proches confidents. Il ne se contentait pas de transmettre de la force, il l'incarnait. Il décrivait ce qu'il avait observé chez son fils ces dernières années. Son intelligence, sa profonde empathie, sa force de caractère, et il décrivait aussi ce qu'il avait perçu chez Katharina dès le début. Il possédait un talent remarquable pour nouer des relations, une détermination sans faille et la capacité d'humaniser une institution sans jamais se sentir humilié. Il a insisté sur le fait que son annonce n'était pas une démission. Il était convaincu qu'il s'agissait du plus grand service qu'il pouvait rendre. Il a démissionné au moment qu'il avait choisi, alors qu'il était encore en mesure de superviser clairement la transition et d'en assurer la stabilité. Il n'a fait aucune mention de Camilla. Son nom ne fut jamais mentionné dans le discours. Et dans ce silence, dans cette unique omission délibérée, le public britannique comprit tout ce qu'il avait besoin de savoir sur ce qui se tramait derrière les murs du palais. Il termina son discours non pas de façon formelle, mais d'une manière presque poétique. Il regarda droit dans la caméra, derrière l'objectif, derrière la salle de montage, derrière l'insigne et, comme toujours, droit dans les yeux du peuple britannique. Il leur dit que le plus grand pouvoir de la couronne ne réside jamais entre les mains de celui qui la porte. Le peuple s'est toujours senti inférieur à lui. Puis le roi Charles III abdiqua. Son règne prit fin. Les conséquences. Dans les jours qui suivirent, le monde s'adapta à une nouvelle réalité. Les préparatifs officiels du couronnement du roi Guillaume V et de la reine Catherine se poursuivirent avec le soin précis et inlassable d'une institution qui officiait ces cérémonies depuis 1000 ans. Les dates furent fixées. Le procès-verbal fut approuvé. La machine monarchique, cette remarquable et ancestrale machinerie, se remit en marche et un nouveau chapitre s'ouvrit. Charles se retira à Highgrove avec un soulagement que ses contemporains décrivirent comme palpable. Il se promenait dans son jardin, cultivait ses champs biologiques, écrivait, lisait et dormait, avec une régularité qu'il n'avait apparemment pas connue depuis des années. L'homme qui avait attendu 7 décennies pour accéder au trône n'y régnait plus que depuis moins de 3 ans. Pourtant, le verdict de l'histoire, ou du moins ses premières impressions, suggérait que son acte le plus significatif en tant que monarque avait été de reconnaître le moment où l'abdication signifiait un adieu. Camilla est restée à Raymill House, dans le Wiltshire. Sa séparation d'avec Charles, jamais officiellement confirmée ni publiquement démentie, était simplement un fait que le puissant service de communication du palais n'a ni confirmé ni infirmé. Elle a assisté à certains événements et s'est impliquée dans les activités de certaines œuvres caritatives. Elle le fit avec le calme familier d'une femme qui en avait vu d'autres. Mais les pièces qu'elle traversait étaient plus vides qu'auparavant. Les conversations étaient plus formelles. La chaleur qui avait jadis caractérisé sa relation avec l'institution s'était lentement mais sûrement refroidie. William et Catherine assumèrent de leurs nouvelles fonctions avec une confiance inébranlable, s'attendant à être entendus. Leurs apparitions publiques étaient désormais d'une autre nature. La foule a réagi non seulement aux symboles de la couronne, mais aussi aux personnes, ces êtres tangibles, reconnaissable, profondément humains, qui portaient désormais le poids de l'institution, et ce avec une détermination manifeste. Pourtant, alors que les préparatifs du couronnement s'intensifient, une question demeure, la décision de Camilla d'exploiter les blessures les plus profondes de Charles et de les instrumentaliser a-t-elle été l'erreur décisive de sa carrière royale? Ou était-ce simplement le moment où la vérité, omniprésente, ne pouvait plus être dissimulée? Car la grande ambition de Camilla n'est jamais facile à cacher. Elle s'adapte, elle se débrouille. Elle se présente comme sagesse, comme bienveillance, comme prudence rationnelle. Et parfois, dans les moments de réel danger, le masque tombe et ce qui se cache dessous se révèle être ce qui a toujours été là. La monarchie britannique a déjà survécu à des abdications.
Elle a survécu à Édouard VII et à la Révolution constitutionnelle de 1936. Elle a survécu aux années tumultueuses qui ont suivi la mort de Diana et au tollé général qui s'en est suivi. Elle a survécu aux scandales et aux guerres, ainsi qu'aux douloureux bouleversements culturels du monde moderne, de moins en moins tolérant envers les privilèges héréditaires. Elle survivra à cela aussi, mais non sans transformation. La monarchie dont William et Catherine ont hérité n'est pas celle que Charles a héritée de sa mère. À certains égards, elle est plus restreinte, plus transparente et plus exposée à la critique que toutes ses prédécesseurs. La marge d'erreur est plus faible. Jamais le public n'a été aussi intolérant face aux écarts entre l'image et la réalité de la famille royale. William le sait. Cela transparaît dans ses actes. C'est un mélange de chaleur maternelle et d'une qualité tout à fait unique. Une lucidité stratégique qu'aucun autre parent n'a jamais possédée à un tel degré. Catherine le sait aussi. Il a traversé l'épreuve la plus personnelle qui soit. La maladie, la convalescence, la réinterprétation de son identité sous une pression publique insoutenable. Et il en est ressorti avec une autorité qu'aucun titre n'aurait pu lui conférer. Ce fut une victoire profonde, personnelle et irrévocable. Une ère nouvelle s'ouvrait. L'histoire de l'abdication du roi Charles III n'est pas seulement celle d'une passation de pouvoir. C'est aussi celle des conséquences de la collision entre enjeux personnels et politiques au plus haut niveau et des sacrifices humains extraordinaires nécessaires pour préserver une institution ancestrale dans le monde moderne. Charles renonça à la couronne, mais avant cela, il renonça à quelque chose de bien plus important. La conviction que l'amour, même complexe et ardemment protégé, suffirait à survivre à la révélation de la véritable nature d'une relation. À présent, la question vous appartient. Pensez-vous que le roi Charles ait pris la bonne décision? Son départ à ce moment précis était-il l'acte d'un roi sage qui avait enfin reconnu ses limites? Ou bien s'agissait-il du dernier chapitre de la vie d'un homme gouverné toute sa vie par des forces qu'il ne maîtrisait pas, qui avait tout simplement perdu son sang-froid? Et qu'en est-il de Camilla? Sa tentative d'instrumentaliser le passé de Charles dans un moment de désespoir était-elle une erreur tactique? Ou était-elle, comme certains le soupçonnent secrètement, la véritable expression de sa véritable nature? Une femme qui comprenait que les émotions ne sont qu'un outil parmi d'autres dans le jeu du pouvoir royal? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. La discussion n'est pas terminée. Si cette histoire vous a touché, choqué ou vous a offert une perspective inédite sur la famille royale, alors aimez cette vidéo, partagez-la avec une personne à qui elle pourrait être utile et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé des développements à venir. Parce qu'avec cette famille, toujours,